Dans le couloir de la mort, Daniel Martin formula une unique requête. Il ne demanda pas de repas spécial, il ne demanda pas d'appel téléphonique. Il voulait simplement voir son chien. Max, un corneau au poil ébouriffé, le museau grisonnant mais une infinie douceur dans les yeux, était le dernier vestige d'une vie dont Daniel se souvenait à peine. Mais lorsque les gardiens ouvrirent la porte de cette cellule, ce dont ils furent témoins changea la donne, car ce qui semblait être un adieu se transforma en quelque chose que nul n'aurait pu imaginer. Le couloir était plongé dans le silence, rompu seulement par le tic-tac lointain d'une horloge. Ce genre de silence qui vous étreint la poitrine et vous coupe le souffle. L'agent Lefebvre se tenait devant la cellule de Daniel, les mains tremblant légèrement en tenant la laisse. À l'autre bout, Max remuait la queue, inconscient de la solennité de l'instant. À l'intérieur, Daniel était assis, immobile, au bord de son lit, le regard fixé au sol. Les années avaient creusé de profondes rides sur son visage, mais ses yeux s'illuminèrent à l'instant où il entendit le faible grattement de pattes sur le béton. Il se leva, lentement, et s'avança vers les barreaux. Max le vit et, en un éclair, le chien fut à la porte, gémissant, sautant, tentant de l'atteindre. Daniel s'effondra à genoux. Il pressa son visage contre les barreaux et Max le lécha à travers l'acier froid. Les gardiens regardaient, frappés de stupeur. Certains détournèrent le visage. D'autres ne prirent même pas la peine de cacher leurs larmes. Personne ne s'attendait à la suite. Car Daniel ne fit pas que s'effondrer. Il murmura quelque chose au chien, des mots que personne ne put entendre, et ce qui se produisit ensuite allait non seulement ébranler la prison jusque dans ses fondations, mais aussi réécrire l'histoire d'un homme que le monde avait déjà rayé de sa mémoire. Ce que personne n'imaginait n'était que le commencement. Prêts à découvrir des rebondissements palpitants qui touchent l'âme et révèlent l'extraordinaire? Abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour un accès exclusif à chaque instant marquant et rejoignez notre communauté. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Daniel Martin naquit dans un quartier populaire de Marseille, un coin oublié, dans un 2 pièces HLM vétuste avec des fuites au plafond, et une mère qui fit de son mieux jusqu'à ce que la vie l'épuise. Son père partit avant ses 4 ans, son frère aîné, Antoine, devint son héros et son protecteur. Daniel n'était pas un mauvais garçon. Il était calme, observateur et d'une loyauté féroce envers ceux qu'il aimait. Il n'avait pas grand-chose, mais il avait des rêves. Il voulait devenir vétérinaire, pas seulement parce qu'il aimait les animaux, mais parce qu'il le lui rendait bien, sans condition. Cet amour prit forme lorsqu'il eut 10 ans. Un voisin abandonna une portée de chiots dans un fossé près de la voie ferrée. Daniel les trouva, tremblants et mouillés. Il prit le plus chétif, celui avec la queue de travers et les yeux dorés, et l'appela Max. À partir de cet instant, Daniel eut une raison de rentrer chez lui chaque jour. Peu importait le volume des cris dans la maison, peu importait le nombre de nuits où son estomac gargouillait, Max était là, remuant la queue, léchant ses larmes, se blottissant contre lui quand les cauchemars survenaient. Ils grandirent ensemble. Max était à ses côtés quand Antoine lui offrit son premier vrai cadeau d'anniversaire. Il était là la nuit où Daniel pleura après avoir raté un examen pour lequel il avait étudié toute la semaine. Et il était là la nuit où tout bascula. Daniel tenta de rester sur le droit chemin. Il étudiait tard dans la nuit, travaillait à mi-temps dans un garage automobile et persuada même un professeur de l'aider à préparer un concours pour une bourse. Mais la rue avait le bras long et une mémoire encore plus tenace. Quand Antoine eut des ennuis, une histoire d'argent, un malentendu, une menace, Daniel tenta d'arranger les choses. Et c'est là que le rêve commença à s'éteindre. Mais à travers tout cela, Max resta. À travers le chaos, les erreurs, le silence qui s'ensuivit, ce chien ne le quitta pas une seule fois, pas avant que la porte de la cellule ne se referme sur lui. Bien avant la salle d'audience, avant la cellule, avant la sentence, Daniel avait un rêve. Il était petit, discret, et d'une innocence presque risible pour un gamin qui grandissait là où il avait grandi. Il voulait ouvrir une petite clinique,
Rien d'extraordinaire. Juste un endroit où les gens pourraient amener leurs animaux sans se soucier de l'argent. Il voulait soigner les animaux, être celui qui réparait ce que les autres abandonnaient. Max fut son premier patient. Daniel prit l'habitude d'écouter son cœur avec un vieux stéthoscope déniché lors d'une brocante paroissiale. Il apprit à nettoyer les plaies avec de l'eau, du sel et des bandes de tissu propre. Quand Max se fit une vilaine coupure à la patte, Daniel veilla toute la nuit à ses côtés, lui murmurant que tout irait bien. Son professeur de sciences, Monsieur Durand, remarqua sa curiosité. Il commença à lui prêter de vieux manuels, des articles imprimés, tout ce qui, selon lui, pourrait nourrir cette étincelle. « Tu as des mains de guérisseur », lui dit-il un jour, en posant une main sur son épaule. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un disait à Daniel qu'il était destiné à quelque chose de bien. À l'école, Daniel s'asseyait au premier rang, posait des questions que personne d'autre n'osait poser et excellait à chaque contrôle de biologie. Mais quand la dernière cloche sonnait, il rentrait chez lui où l'attendaient la peinture écaillée, les factures impayées et une mère si lasse que son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Il économisait l'argent gagné en réparant des vélos et en faisant des vidanges dans un petit garage du quartier. Il cachait l'argent dans une vieille boîte à chaussures sous son lit, sur laquelle une étiquette déchirée indiquait « École vétérinaire ». Mais les rêves ont des ennemis, des silencieux comme la faim, des plus bruyants comme le désespoir, et des mortels comme la rue. Quand Antoine eut des démêlés avec des types du coin, Daniel voulut aider. C'était censé être une histoire vite réglée, un service, un prêt, un avertissement transmis, une bricole. Au lieu de cela, la situation dégénéra. Les mots se transformèrent en menaces, les menaces en armes. Et avant même que Daniel ne comprenne où il avait mis les pieds, son rêve, son petit rêve discret et obstiné, commença à lui filer entre les doigts comme du sable. Et pourtant, à travers tout cela, Max l'observait, attendant, faisant confiance, aimant. C'est arrivé un jeudi soir, le genre de nuit où l'air semble lourd, comme s'il pressentait qu'une catastrophe allait se produire. Antoine avait disparu depuis 2 jours. Daniel apprit par un ami qu'il devait de l'argent à des gens qui ne faisaient pas dans les rappels polis. Quand Antoine rentra enfin, il saignait, pas assez pour aller à l'hôpital, mais assez pour leur faire peur à tous les deux. Daniel sut alors que les mots ne suffiraient plus, il fallait agir. Un type nommé Marc lui proposa une solution. « Juste un coup, dit-il. Vite fait, bien fait, personne ne sera blessé, de l'argent facile. » Daniel hésita. Max aboya contre Marc comme s'il pouvait sentir ce que Daniel, lui, ne voyait pas. Mais Daniel accepta. Il se dit que c'était pour Antoine. Qu'une fois l'affaire réglée, il recommencerait à économiser, retournerait à l'école, retrouverait Max. Le coup, c'était un braquage, une épicerie de quartier tenue par un vieil homme, Monsieur Bernard, qui était derrière ce comptoir depuis 40 ans. Daniel n'était pas censé porter d'armes, mais Marc en apporta une quand même. Tout dérapa, un cri, une lutte, un seul coup de feu. Monsieur Bernard mourut sur le sol, les yeux grands ouverts. Daniel resta figé, du sang sur les mains, non pas parce qu'il avait appuyé sur la gâchette, mais parce qu'il n'avait rien fait pour l'empêcher. Ils s'enfuirent, mais leur cavale fut de courte durée. Les caméras avaient tout filmé. Marc le balança dès la première heure d'interrogatoire. Daniel fut jugé comme un adulte. L'accusation le qualifia de complice de sang-froid. Le juge parla de homicide lors d'un vol qualifié. Réclusion criminelle à perpétuité, avec sentence de mort possible parce que quelqu'un était mort durant le crime. Il avait 18 ans. Au moment du verdict, Daniel chercha sa mère dans la foule. Elle n'était pas là. Le seul visage familier était celui de l'agent Lefebvre, qu'il avait vu grandir et qui secouait la tête comme si quelque chose de sacré venait de se briser. Max fut recueilli par une voisine. Daniel demanda s'il pouvait lui dire au revoir. On refusa. Cette nuit-là, Daniel était allongé sur une couchette de prison, fixant le plafond, se remémorant la sensation du pelage de Max sous ses doigts. Et il pleura pour l'homme qu'il ne deviendrait jamais, pour la vie qu'il avait perdue, et pour le chien qui ne comprenait pas pourquoi il n'était jamais revenu. Les jours se brouillèrent. D'abord les semaines, puis les mois,
puis les années. Daniel était assis dans une cage de béton et d'acier, comptant le temps au son des pas et au vacillement des néons. Dans le couloir de la mort, l'espoir ne meurt pas d'un coup. Il pourrit lentement, comme un fruit oublié au soleil. Au début, il croyait encore que quelqu'un viendrait. Sa mère, peut-être. Antoine, s'il était encore en vie. Une lettre, une visite, n'importe quoi. Mais personne ne vint. Son nom s'effaça du monde extérieur comme une inscription à la craie lavée par la pluie. Les autres détenus l'appelaient le veto, se moquant de la seule chose qu'il ait jamais voulu être. Il ne se défendait pas. À quoi bon? Il cessa de parler, sauf en cas d'absolue nécessité. Cessa de manger autre chose que le strict minimum pour survivre. Certaines nuits, il restait éveillé juste pour se souvenir du bruit des pattes de Max sur le plancher. La façon dont le chien poussait la porte de sa chambre, se blottissait contre lui et s'endormait avec un soupir. Il rêva plus d'une fois de ce soupir. Au bout de 3 ans, il tenta d'en finir. Les gardiens le trouvèrent dans un coin de sa cellule, les poignets en sang et une brosse à dents brisée en morceaux. Ils le rafistolèrent. Lui assignèrent un psychologue, firent venir le père Antoine, mais Daniel ne leur adressa pas la parole, jusqu'à ce qu'une petite enveloppe arrive. Pas d'adresse d'expéditeur, juste son nom. À l'intérieur, une photo, vieillie et froissée. Max, couché au soleil, les yeux clos, la langue pendante, la même queue de travers. Au dos, une unique phrase, « Il t'attend toujours ». Daniel s'effondra. Il serra la photo comme si elle pouvait l'ancrer à la terre. Il pleura jusqu'à en perdre le souffle. Pour la première fois depuis des années, il prononça le nom du chien à voix haute. « Max », il répondit. Il ne savait pas où envoyer sa lettre, mais il écrivit. Page après page. Sur les nuits passées sous les étoiles, la façon dont Max pourchassait sa propre queue, la fois où une tempête les avait surpris et où Max avait aboyé jusqu'à ce que quelqu'un les trouve. Il continua d'écrire. Cela devint sa bouée de sauvetage. Les gardiens le remarquèrent. Il commença à parler avec le père Antoine. Il ne croyait toujours pas au pardon, mais il commença à croire à la mémoire. Et puis un jour, le directeur de la prison lui demanda s'il avait une dernière volonté. Il n'hésita pas. « Je veux voir mon chien ». Daniel redécouvre progressivement son humanité, porté par un souvenir et un espoir. Si cette quête de sens et la puissance d'un lien authentique résonnent également en vous, montrez votre soutien avec un j'aime. Nous aimerions lire vos réflexions dans les commentaires. Quel lien d'affection vous a transformé ou vous a donné de l'espoir? Au moment où il le dit, « Je veux voir mon chien », quelque chose bascula, pas seulement dans la pièce, mais en lui. C'était la première fois depuis des années que Daniel demandait quoi que ce soit. La première fois qu'il crut qu'il pourrait mériter ne serait-ce qu'un instant de paix. Au début, le personnel pénitentiaire crut à une plaisanterie. Mais l'agent Lefebvre ne rit pas. Il se souvenait de Daniel enfant, rentrant de l'école avec ce chiot galeux trottinant derrière lui. Il passa les coups de fil, tira les ficelles, et, contre toute attente, la requête fut approuvée. Pendant qu'ils organisaient la rencontre, Daniel attendit. Chaque jour devint plus léger. Non pas parce que sa sentence avait changé, mais parce que quelque chose en lui avait changé. Il recommença à parler, lentement, maladroitement, comme quelqu'un qui réapprend une langue. Avec le père Antoine, il parlait de Max. Avec le docteur Lambert, le psychologue de la prison, il parlait de culpabilité. Et dans sa cellule, tard dans la nuit, il parlait au mur comme si Max pouvait l'entendre. Une nuit, en regardant la photo, Daniel murmura « J'étais plus humain quand tu étais là ». Cette pensée le hantait, parce qu'elle était vraie. Le chien n'avait pas été qu'un simple animal de compagnie. Il avait été son ancre, sa conscience, son dernier lien avec la version de Daniel qui croyait encore à la bonté. Il se remit à écrire, pas des lettres, mais des excuses, des vraies, sincères, à la famille Bernard, à sa mère, à Antoine, où qu'il soit. Il ne savait pas s'il les lirait, mais ce n'était plus la question. Il s'agissait de dire ce qu'il n'avait jamais pu. Et finalement, après presque une décennie de silence, Daniel murmura quelque chose au père Antoine. « S'il vient, je ne veux pas mourir en colère. » Le jour où l'on confirma que Max était toujours en vie, Daniel resta assis,
frappé de stupeur. Le chien était vieux maintenant, le museau grisonnant, plus lent sur ses pattes, mais il était vivant. Il vivait chez un voisin retraité qui l'avait recueilli toutes ces années auparavant. Et il réagissait toujours au nom de Daniel. Cette nuit-là, Daniel ne dormit pas. Il passa les heures avant l'aube à écrire. Il écrivit sur tout, le braquage, la peur, le moment où il réalisa qu'il ne pouvait défaire ce qui avait été fait. Il admit qu'il avait été lâche, qu'il n'avait pas essayé d'arrêter Marc, qu'il s'était figé, que M. Bernard l'avait regardé dans les yeux avant de mourir, et qu'il ne l'avait jamais oublié. Mais il écrivit aussi sur Max, sur les nuits où il dormait à la Belle Étoile. Sa façon d'aboyer après les voitures qui passaient comme s'il gardait un château. Le réconfort de son poids contre la poitrine de Daniel, les nuits où le monde semblait trop lourd. Il se remit à lire des livres, à parler plus ouvertement avec le docteur Lambert. Il rejoignit même un petit groupe de discussion en prison, principalement des hommes plus âgés, où ils partageaient leurs regrets sans attendre de pitié. Daniel ne demanda pas pardon. Il ne pensait pas le mériter. Mais il commença à essayer d'être quelqu'un que Max ne rougirait pas de reconnaître. Quand l'agent Lefebvre lui tendit une laisse et dit « Il arrive la semaine prochaine », Daniel ne sut quoi dire. Il hocha simplement la tête, agrippant le tissu usé comme une ligne de vie. Le compte à rebours commença, non pas jusqu'à son exécution, mais jusqu'à ce dernier moment. Des retrouvailles, une chance de s'accrocher au seul être vivant qui n'avait jamais cessé de l'aimer. Un instant de vérité. À l'approche du jour J, Daniel commença à se sentir à cran. Les murs de sa cellule semblaient se resserrer. Les nuits s'allongeaient. Il avait parcouru tant de chemins, plus qu'il ne l'aurait jamais cru, mais la peur s'insinuait comme un brouillard tenace. Et si Max ne le reconnaissait pas, et si cette dernière chose, ce dernier fragment de paix, lui était aussi enlevé? Il faisait des rêves. Dedans, Max le regardait et se détournait. Parfois, le chien ne venait pas du tout. D'autres nuits, c'était le visage de M. Bernard qu'il voyait, le fixant en silence pendant que Max aboyait au loin. Daniel cessa d'écrire, cessa de parler. Le père Antoine remarqua le changement et vint plus souvent. « Vous n'êtes plus celui que vous étiez », lui rappela-t-il doucement, « mais vous avez toujours peur de le redevenir. » Daniel acquiesça. Il ne se faisait pas confiance. Il ne faisait pas confiance à l'instant. Puis, le matin arriva. Les gardiens étaient différents, calmes, presque respectueux. L'agent Lefebvre évitait son regard. Le directeur en personne était là. Et Daniel, vêtu d'un simple gris, fut conduit à l'extérieur, dans une petite cour grillagée. Le portail s'ouvrit. Max était là, vieux, chancelant mais bien vivant. Il leva les yeux, une seconde, juste une seconde. Il hésita, puis la queue frétilla. Et Daniel tomba à genoux. Le chien se précipita en avant, les pattes contre sa poitrine, la langue sur son visage, cœur contre cœur. Daniel sanglota. Non pour le crime, non pour les années perdues, mais parce que, après tout, Max le reconnaissait encore, l'aimait encore. Et à cet instant, Daniel Martin, condamné, réprouvé et oublié, se sentit de nouveau humain. La cour était silencieuse, mais à l'intérieur de la poitrine de Daniel, tout grondait. Max était blotti contre lui, la queue battante, son corps tremblant de vieillesse, mais il s'accrochait à Daniel comme si le temps n'avait pas passé. Et Daniel s'agrippa en retour comme s'il s'était noyé pendant des années et venait juste de refaire surface pour respirer. Les agents restèrent figés, certains se détournant, d'autres clignant des yeux pour retenir des larmes qu'ils ne s'attendaient pas à verser pour un condamné. Le père Antoine se tenait en silence au bord de la cour, murmurant une prière non de salut, mais de gratitude. Car parfois, la grâce n'arrive pas par des miracles, mais par un chien aux yeux voilés et au cœur fidèle. Daniel murmura quelque chose à l'oreille de Max. Personne n'entendit les mots, mais le chien répondit par un léger gémissement et posa sa tête sur les genoux de Daniel. Puis, sans prévenir, le directeur reçut un appel. Il s'écarta, écoutant tranquillement. Son expression changea, d'abord la confusion, puis l'incrédulité. Quand il revint, il regarda Daniel et s'éclaircit la gorge. « Il y a eu un développement, dit-il. Sophie Bernard, la fille de M. Bernard,
L'homme que Daniel avait involontairement aidé à tuer avait reçu sa lettre, elle avait regardé la vidéo que Daniel avait enregistrée pour elle, et après des mois de silence, elle avait déposé une requête, pas pour une grâce, mais pour un sursis à l'exécution. Ses mots étaient simples. « Je ne sais pas si je lui pardonne, mais je crois qu'il n'est plus le même homme. Je crois que quelqu'un devrait vivre s'il a appris à porter ce qu'il a fait. » Daniel resta assis, sous le choc. Il ne pleura pas, il ne parla pas. Il contemplait simplement le ciel, Max toujours sur ses genoux, tandis que les nuages passaient au-dessus. L'exécution fut suspendue indéfiniment. Daniel retourna dans sa cellule, mais tout avait changé. Il ne marchait plus vers la mort, il marchait vers autre chose. Il ne savait pas quoi, mais c'était quelque chose. Et chaque nuit, il s'endormait avec le souvenir du plage sous ses doigts et le poids du pardon, encore incertain, encore fragile, reposant sur sa poitrine comme le doux rythme de la respiration d'un vieux chien. Certaines histoires ne se terminent pas par un triomphe. Elles se terminent par la vérité. Daniel Martin ne fut jamais déclaré innocent. Il n'échappa jamais aux conséquences de ses choix. Mais il fit quelque chose de bien plus rare. Il changea. Pas pour un public, pas pour la liberté, mais parce que quelque chose en lui refusait de mourir complètement. Il n'a fallu qu'un battement de cœur, une paire d'yeux fatigués, une queue qui remuait malgré les années. Max n'était pas juste un chien, il était la mémoire, il était la loyauté. Il était le seul témoin de la version de Daniel que le monde avait oubliée. Le garçon qui voulait guérir, pas nuire. Le garçon qui rêvait au lieu de détruire. Au final, la leçon n'est pas que la rédemption se mérite, c'est qu'elle est possible. Par une dernière requête, Daniel tendit la main vers quelque chose de pur, et ce qu'il trouva ne fut pas le pardon enrobé de grands gestes ou de clémence légale. Ce fut un instant, un unique instant, à couper le souffle, qui prouva que l'amour, le véritable amour, se souvient même de ce que le monde essaie d'effacer. Car parfois, tout ce qu'il faut pour sauver une âme, c'est un chien qui n'a jamais cessé d'attendre. Daniel ne fut pas libéré. Sa peine fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais entre les murs qui n'avaient autrefois abrité que des regrets, quelque chose de nouveau prit racine. Il commença à travailler à la bibliothèque de la prison, rangeant les livres, recommandant des titres, encadrant de jeunes détenus qui lui rappelaient trop l'homme qu'il avait été. Il n'arrêta jamais d'écrire, lettres, journaux intimes, essais. Finalement, avec l'aide du père Antoine, son histoire fut compilée dans des mémoires intitulées « Toujours en attente », distribuées plus tard dans les centres pour mineurs à travers le pays. Max vécut encore 1 an. Il le passa à rendre visite à Daniel chaque mois, se reposant à ses pieds pendant de longs silences, offrant un réconfort qu'aucun mot humain ne pouvait égaler. Quand il mourut, Daniel serra le collier contre sa poitrine pendant des heures, lui murmurant adieu à travers des larmes réprimées. Le lendemain de la mort de Max, Daniel planta un petit jardin dans la cour de la prison, un espace que les détenus appellent maintenant le coin de Max. Il devint un refuge tranquille, un rare havre de paix où la croissance défie le béton. Daniel ne prétendit jamais être racheté, mais il trouva un moyen de servir, de donner, de réparer quelque chose dans un monde où tant de choses avaient mal tourné. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait comment il avait tenu bon, il répondait simplement « Il m'a attendu. Alors j'ai dû devenir quelqu'un qui valait la peine d'être attendu. » Le parcours de Daniel Martin, marqué par la loyauté indéfectible de Max, résonne comme un puissant rappel. L'espoir peut fleurir même dans les circonstances les plus rudes, et l'amour inconditionnel possède la force de restaurer l'humanité perdue. Tout comme Max attendit, maintenant vivante la flamme du lien, et comme un dernier souhait réécrivit le destin, chacun de nous détient le pouvoir d'influencer des vies. Puisse cette histoire nous inspirer à regarder autour de nous avec plus de compassion et d'empathie, reconnaissant le potentiel transformateur en chaque être et l'impact durable d'un acte de bonté sincère. Quelle connexion vous émeut ? Qui ou quoi vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même, quelqu'un qui, comme Daniel, vaudrait la peine d'être attendu? Réfléchissez et partagez le message puissant qu'il n'est jamais trop tard pour changer.
et que l'amour, dans ses formes les plus pures, se souvient véritablement de ce que le monde tente d'effacer.